Eh bien, bonsoir à tous. Je suis donc Jétro et je pense qu'on m'entend bien. Je préfère quand même vérifier. Voilà, mais c'est parfait. Si je suis actuellement directeur de la chaîne chrétienne de vidéos à la demande hopchannel.fr, que je vous encourage bien sûr à aller voir, je suis surtout un pasteur. Je l'ai été pendant 22 ans et c'est un métier passionnant parce qu'on en est proche des gens et qu'on marche avec eux. On rit avec eux, on pleure avec eux, on souffre avec eux, on se réjouit avec eux. Et une des choses qui me frappe profondément jusqu'à maintenant, c'est que bien souvent, dans les situations de crise, les gens me convoquent. Maladie grave, divorce, perte d'emploi, décès ou bien même, vous savez, à l'approche de sa propre mort. Quand on est pasteur, on est amené à visiter les gens, y compris sur leur lit de mort. Il m'est arrivé bien souvent d'entendre des personnes me dire: pasteur, vous savez, j'ai passé ma vie entière à courir après l'argent. D'autres me disent: certains hommes, j'ai passé ma vie entière à courir après les femmes, ou bien à courir après l'estime des autres, à courir après la reconnaissance, ou bien j'ai passé ma vie à être une grenouille de bénitier, et je me rends compte qu'en réalité, je suis passé à côté de ma femme, je suis passé à côté de mon mari, je suis passé à côté de mes enfants, à côté du bonheur, à côté de moi-même. Et oui, mes amis, on peut passer sa vie à côté de soi-même en vivant une vie, qu'elle soit terne ou excitante, qu'elle soit triste ou brillante, mais qui dans tous les cas ne remplit ni l'esprit ni le cœur. Ainsi, même si ce n'est pas toujours le cas, j'ai eu l'occasion de constater par toutes ces visites et ces écoutes qu'une crise peut être propice à la remise en question profonde et au changement d'orientation. Or, en ce moment, ce n'est pas une crise que nous vivons, c'est une cascade de crises. Tout d'abord, cette pandémie mondiale avec de vraies conséquences sur différents plans. Bientôt 3 millions de morts déjà pour commencer, la santé de millions de personnes dévastées. Sur un autre plan, des conséquences désastreuses sur l'économie. Déjà en 2020, le journal Le Monde titrait en juin la crise économique, provoquée par le coronavirus pourrait être la plus dévastatrice depuis 150 ans. Cela semble abstrait comme cela, mais j'étais à Paris, je travaillais dimanche, et de plus en plus dans les rues, on voit des petits panneaux à vendre sur les façades des restaurants, des bars, des petits commerces, local à céder. Les conséquences sociales sont également désastreuses. Comment manger quand on a perdu son travail? Comment rembourser le crédit pris pour acheter son fonds de commerce ou la maison ou la voiture? Crise économique, sociale, sanitaire et puis aussi sur les familles avec un impact qui est inégal selon là où vous vous situez. Pour les familles les plus aisées avec plusieurs logements secondaires, euh, des nounous pour s'occuper des enfants et un matelas financier de sécurité, le confinement n'a pas été trop dur. Mais pour toutes les familles moyennes ou voire même précaires, ça a été beaucoup plus compliqué. Cela a généré du stress et on l'a tous vécu. Dans ma famille, on a vécu également ces difficultés-là. Il y a même eu dans pas mal de familles une augmentation de l'agressivité, voire de la violence. Et puis, il y a, au niveau scolaire, beaucoup d'enfants qui ont accumulé du retard, tout simplement parce que la famille n'avait pas suffisamment de moyens pour avoir les 2, 3 ou 4 écrans qui permettent de suivre les cours à distance ou de travailler en distanciel. Il y avait vraiment de quoi générer une crise familiale également. C'était très clairement, et c'est encore pour chacun d'entre nous, un moment très, très compliqué. Vivement qu'on en sorte et qu'on soit débarrassé de cette situation. Pourtant, en prenant un tout petit peu de recul,
je crois pouvoir affirmer, pour avoir voyagé un peu dans différents pays du monde, que la situation du français moyen en 2021 n'est pas la pire au monde. En effet, et on va vous le montrer au travers d'une diapositive, on a quand même un certain nombre d'avantages. Le RSA, le RMI, les ACDIC, la retraite, la sécurité sociale, le droit du travail, les congés payés, la couverture maladie universelle, et j'en passe et j'en oublie. Tout cela, mes amis, n'existe pas dans tous les pays du monde, y compris des pays dits très évolués comme les États-Unis, par exemple. L'école gratuite, l'université quasi gratuite, le droit à l'Internet, le prix des médicaments qui est plafonné. Vous savez, ça n'est pas, même aux États-Unis, le prix des médicaments n'est pas plafonné. On n'a pas un accès aussi facile aux médicaments que nous l'avons. Ici, dans notre beau pays, la France, nous vivons dans une démocratie plutôt saine. Oh, il y a des problèmes. Mais il faut comparer pour se rendre compte. Comparer à ce qui se passe, je ne sais pas moi, dans différents pays, comme la Russie, ou même ce qui s'est passé avec les élections aux États-Unis, ce qui se passe dans pas mal de pays d'Afrique, en Amérique latine. Enfin, nous avons une grande liberté d'expression, une certaine sécurité malgré tout. Et pourtant, même sans cette pandémie, on peut dire que sur le plan politique également, notre pays traverse une crise politique inédite dans la Ve République avec ce qu'on peut qualifier de vague de dégagisme. Autrement dit, la perte de confiance dans les partis traditionnels. Et ce manque de confiance dans la chose politique concerne également ceux qui prônent le dégagisme. C'est une crise également sociale très forte que nous avons connue avec les gilets jaunes. Une crise marquée par un malaise diffus, protéiforme, qu'on avait du mal à définir, qu'on avait du mal à circonscrire, et qui finalement a débouché, je crois, sur pas grand-chose, si ce n'est une certaine solidarité, de la violence également. On a du mal parfois à voir clair dans ce que ça a pu apporter. Mais on voit bien que la société n'est pas au beau fixe et qu'elle n'est pas profondément stable et sereine. Sur un autre plan, la crise climatique également sape la confiance que nous pouvons avoir vis-à-vis de nos élites, mais vis-à-vis de nous-mêmes. En effet, quelles sont les grandes actions d'envergure que nous avons menées jusque-là pour réguler, diminuer le climat? Je fais un bref retour sur la crise de la famille, avec un mariage sur 2 qui se solde par un divorce et plus d'1,6 million d'enfants qui vivent dans des familles recomposées avec les difficultés que cela entraîne. Vous savez, divorcer, ça peut arriver à n'importe qui. Vivre dans une famille recomposée, ça peut arriver à n'importe qui également. Ça n'est pas non plus, je ne veux pas stigmatiser ni le divorce, ni les familles recomposées. Cela pourrait très bien m'arriver à moi demain, qui sait de quoi la vie est faite. Mais ça n'est pas parce que l'on est marié d'ailleurs qu'on est forcément heureux et épanoui. Si je parle de crise de la famille, c'est plutôt en termes statistiques. Car non seulement on se marie de moins en moins, non seulement on s'engage de moins en moins, mais la moitié des gens qui s'engagent n'arrivent pas à aller au bout de leur projet familial. Pour de bonnes ou de mauvaises raisons, peu importe, on ne juge personne, je parle juste de chiffres. Or, une famille stable est pourtant propice au développement des adultes comme au développement des enfants, encore plus à celui des enfants. Une famille stable et épanouie a un impact décisif sur le sentiment de sa propre valeur, sur le rapport qu'on va développer à soi-même et à autrui. J'aurai l'occasion de le développer dans une prochaine causerie. Enfin, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui sont dans un mal-être chronique, voire en crise chronique, quand bien même les choses sembleraient n'aller pas si mal pour elles. L'argent est là, le conjoint est là, la situation sociale est là, mais le moral, le bien-être moral, le bien-être que je qualifierais également psychologique et spirituel n'y est pas. Je vais dire une banalité, mais il ne suffit pas d'avoir le ventre plein, un joli mari ou une jolie femme, de l'argent, de la santé, les amis, pour être pleinement épanoui. Bien sûr, cela aide. On préfère avoir tout cela que le contraire, on est d'accord.
mais si cela suffisait, on le saurait. Cependant, il y a une expression que j'ai beaucoup aimée pendant le premier confinement. Ce confinement de mois de mars a été une telle frustration, une telle violence pour nos esprits que on parlait énormément du monde d'après. Vous vous souvenez de cette expression? Le monde d'après. Et peut-être que maintenant, cette expression, le monde d'après, nous semble vide de sens, mais elle montrait une véritable appétence, je dirais même un appétit phénoménal à un changement, à ne pas reprendre cette routine de la vie telle qu'on la connaissait avec le travail, le boulot, métro, dodo, avec la consommation, avec peut-être cette pseudo-liberté dont on nous rebat les oreilles mais qui n'amène pas de sens. On avait une vraie appétence vers plus de justice sociale, plus d'écologie, plus de beauté, plus de sens en un mot. Ce soir, si vous êtes dans le mal-être ou si vous êtes vous-même dans une crise, qu'elle soit familiale, personnelle, professionnelle, conjugale, économique, je vous propose de vous poser cette question: quel sera mon monde d'après? Non pas le monde d'après, mais mon monde d'après. La crise par laquelle je passe, est-ce qu'elle a un but? Est-ce qu'elle a une issue? Et surtout, comment est-ce que je fais pour y arriver? Et pour commencer avec la première piste, je voudrais vous proposer de penser à la lenteur. Tout d'abord, soyons clairs, je ne suis pas un gourou. Je suis un simple pasteur. Je ne peux pas plus donner du sens à votre vie qu'arrêter de fumer à votre place. Je ne peux pas plus donner du sens à votre vie que d'aller travailler à votre place. Je voudrais bien, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Si je vous prétendais le contraire, si je vous prétendais que je vous donnerais des recettes miracles qui vous rendraient heureux, je serais un petit peu comme le marabout Youssouf Mbala, que vous connaissez peut-être. Moi, je reçois ces petits cartons dans ma boîte aux lettres régulièrement, qui vous garantit la chance, le bonheur et le retour de l'être aimé en moins de 24 heures, et qu'on appelle par conséquent le marabout chronopost. Il y a en fait beaucoup de marchands de bonheur. Ils ne font pas tous appel aux forces occultes, mais je vous propose l'application de recettes qui sont censées vous emmener au bonheur individuel. Beaucoup de ces recettes sont très pertinentes et très bonnes. Cependant, l'auteur Edgar Cabanas déclare à propos de son livre Apicratie, coécrit avec la sociologue Eva Illouz, la chose suivante. Vous pouvez essayer de le lire avec moi, mais je vais le lire à haute voix, si jamais la diapo est un peu petite. L'apicratie, autrement dit le pouvoir de la joie, si vous voulez, s'il fallait le traduire, désigne l'injonction sociale et morale de rechercher à tout prix le bonheur personnel et la réalisation de soi dans toutes les sphères de notre vie, et ce, par la consommation de marchandises psychologiques, des livres, des thérapies, des applications, des coachs, etc. Une injonction comme un ordre, comme une pression qui est faite sur nous. Une injonction qui est un peu comparable à celle qu'on subit depuis longtemps de consommer encore et toujours plus pour être heureux. Je me souviens de pubs qui me faisaient rêver quand j'étais un jeune adolescent de 13-14 ans et que les hormones commençaient à monter, la testostérone commençait à monter et que je voyais une pub dans laquelle des hordes de jeunes femmes suivaient un homme parce qu'il s'était mis un parfum sous les bras. Ou bien, vous savez, c'est des choses qui s'ancrent un peu dans l'inconscient. Ou bien le fait que si on achetait une Audi, d'un seul coup, toutes les femmes se retournaient sur son passage. Voilà, une injonction à consommer pour être heureux. Vous avez l'iPhone 8, vous vous sentez malheureux parce que vous n'avez pas le 14. Et quand vous aurez 14, vous serez malheureux parce que le 16 va sortir à un moment ou à un autre. En fait, il ajoute, dans une période d'incertitude où les individus se sentent démunis, l'idée selon laquelle il est plus simple de se changer soi-même plutôt que de changer les circonstances est certes séduisante,
Mais cela masque la dimension sociale des problèmes. Vous pouvez le lire avec moi. Par exemple, si l'on passe sa journée à faire plusieurs choses à la fois et à travailler de plus en plus dans des conditions difficiles, et que l'on nous promet que la solution à tous nos problèmes est de méditer 5 fois par semaine pendant 10 minutes, eh bien, on achète. Ça me rappelle une publicité que j'avais vue qui était assez symptomatique pour des gélules qui font maigrir. Et cette publicité disait un plat de lasagne à la bolognaise plus un dessert glacé plus un cappuccino plus une gélule est égal à 0 calories. Si ça n'est pas de la magie, ça, je crois que le docteur Youssouf Mbala se retournerait dans sa tombe. Et s'il voyait cette pub, ils ont fait plus fort que lui. Mangez n'importe comment, faites n'importe quoi, ne vous remettez pas en question, mais achetez la pilule et ça va régler tous vos problèmes de coups de baguette magique. Ou bien, vivez n'importe comment, ne remettez pas en cause votre manière de vivre, mais faites 10 minutes de méditation par semaine, 10 minutes ou 5 minutes par jour, peu importe. Et d'un seul coup, tous vos problèmes vont se régler. En fait, le style de vie, dont la valeur est culturellement établie sur le pouvoir d'achat, sur la capacité à consommer, y compris des recettes de développement personnel, est une impasse de sens. On voit bien le cercle vicieux, je vous invite à le regarder, entre le fait que nous soyons frustrés, qu'on consomme pour être moins frustrés, que finalement il y a une désillusion et qu'on en revient à la publicité qui vous incite à consommer pour combler votre vide. Une impasse vide de sens. Et nous avons du mal à réaliser cela et nous avons du mal à nous rendre compte de cela pour différentes raisons. Je vais en évoquer une seule. Une des raisons principales est très bien évoquée dans le livre du docteur Kahneman qui s'intitule Système 1, Système 2, dont je vais citer un résumé trouvé sur le site medium.com. Il faut savoir qu'il y a deux ensembles de systèmes qui régissent notre pensée, deux systèmes de pensée qui régissent notre esprit. Ces deux systèmes de notre cerveau traitent l'information de manière différente pour arriver à des résultats différents. Ils servent à différentes choses. Par exemple, le système 1 est intuitif, il est instinctif, il est automatique. Ce système est un héritage évolutif du passé où la rapidité des réponses a souvent apporté des avantages pour la survie. L'intuition est une caractéristique de ce système de la prise de décision. Les réactions instinctives ou intuitives sont quasiment automatiques. L'esquive d'une balle qui vous est lancée au visage est un exemple de ce type de système. Ou encore, on pourrait évoquer tout simplement un chien méchant qui vous court dessus va déclencher une réponse très rapide de votre cerveau. Vous n'avez pas le temps de vous poser, vous n'avez pas le temps d'écouter le chien, d'être dans la bienveillance. Vous avez un système 1 qui prend la main sur votre cerveau et qui vous fait monter dans un arbre ou prendre la fuite ou au contraire attaquer à votre tour. C'est un système rapide qui est basé sur les émotions, qui est basé sur l'instinct de survie, qui est basé sur la nécessité vitale de réagir vite. Le deuxième système, le système 2, et je vous invite à le lire avec moi, est celui de la prise de décision délibérée, réfléchie et consciente. Au moment de décider de la carrière à choisir, il faut par exemple examiner soigneusement les options, peser le pour et le contre avant de faire un choix. C'est ce genre de système qui résonne avec notre maîtrise de soi, notre concentration et la prise de décision individuelle consciente. Notre cerveau a donc besoin, pour prendre les décisions importantes, porteuses de sens, de changement, pour approfondir une réflexion et déterminer avec clarté les tenants et les aboutissants d'une situation de ce système 2. Même les gens les plus rapides, les plus intelligents, les plus brillants, les plus incroyablement performants ont besoin de ce système 2 et ce système 2 a une caractéristique, c'est qu'il va lentement.
Pour arriver à une analyse fine, profonde, pertinente, il faut du temps. Pour arriver à contourner nos différents biais cognitifs, il faut du temps. Le système 2 est celui de la mise en sens, celui par lequel nous arrivons à trouver du sens même dans la crise. Or, comment vivons-nous? Et je parle pour moi en premier. À peine sortons-nous du travail à toute vitesse pour ne pas rater le train de 17h12 parce que le suivant est à 47. Et oui, je suis un banlieusard de la région parisienne, je sais de quoi je parle. Nous sommes à peine arrivés à la maison que nous faisons ce qu'il y a à faire et nous nous rabattons devant nos écrans. Je le vois dans le train. Tout le monde a son téléphone portable. Dans le bus, tout le monde a son écran. Dans la rue, même dans les voitures, il y a pas mal d'accidents à cause de ça. Or, dans ces écrans, on ne favorise que très rarement le système 2. Prenez l'exemple d'un journal télévision typique. Il y a un fait divers, quelqu'un a été assassiné, ou plusieurs personnes ont été assassinées. Le corps du mort n'est même pas refroidi, que l'on demande déjà à des psychologues des expertises sur le coupable présumé, qui n'a même pas été encore mis en examen. Vous ne trouvez pas que ça va un peu vite? Une plainte vient à peine d'être déposée contre une star quelconque du foot ou de la chanson. Je ne sais pas, une plainte pour du harcèlement sexuel, quelque chose de typique. Que de pseudo-comités éthiques se réunissent pour discuter de la portée de l'acte. Et avant même que la star en question, n'ait été officiellement inculpée et encore moins condamnée. Son nom a été jeté en pâture à la planète entière. Tous ces déboires du passé, tout ce qui peut faire écho et exhumer par la presse. Enfin bref, on nous bombarde, mais à aucun moment on nous laisse le temps de prendre conscience qu'il faut que le temps de la justice s'accomplisse, qu'une enquête ait lieu, que des conclusions soient établies et que la justice donne un verdict. Ça va trop vite. Un président est à peine élu que de nombreux analystes se transforment en Madame Irma pour prédire quelles seront les conséquences de son élection. Vite, trop vite, et c'est encore pire avec les réseaux sociaux qui vous amènent à réagir très vite avec des nouvelles, qu'elles soient vraies, voire bien souvent fausses, mais qui vous amènent à réagir parce que l'on est à la course au clic pour monétiser les publicités dont on veut gaver nos esprits. Mes amis, est-ce que vous connaissez beaucoup des escrocs, des manipulateurs, des gourous qui vous poussent à la réflexion lente, méthodique? Que vous connaissez des escrocs, des gourous, des manipulateurs qui vous pensent à la pensée posée et systématique? Personnellement, non, je n'en connais pas. Et quand vous avez passé la soirée à regarder BFM TV, que vous vous réveillez avec France Info, tout en mettant à jour votre statut Facebook et en répondant à des WhatsApp, question que je vous pose, la question que je nous pose, c'est quand est-ce qu'on prend le temps de la profondeur? Quand est-ce qu'on prend le temps du système 2? Nous sommes quotidiennement bombardés d'informations, enfermés dans des bulles cognitives liées à ces informations qu'on reçoit. J'aurai l'occasion de parler de cela mardi prochain. Et nous avons une charge mentale considérable. Mais est-ce que nous prenons vraiment le temps de la mise en perspective, du recul, le temps de prendre de la hauteur sur nos vies et la vie de ceux qui sont autour de nous, le temps de la documentation, le temps de la pensée posée, de la pensée systématique? Quand vous êtes sous pression au travail, suroccupé à la maison, vous avez des relations compliquées humaines au boulot ou avec le conjoint, que la pression émotionnelle est considérable, comment voulez-vous penser en profondeur et de manière efficace, objective, quant au sens que vous voulez donner à votre vie et aux grands choix que vous voulez lui octroyer? Surtout quand vous commencez à vous poser et que les notifications du téléphone vous interrompent toutes les 30 secondes, vous maintenant à la surface de vous-même, à la superficie de vous-même.
il y a des gens qui ont bien compris cela et qui, au lieu de se payer des vacances à Ibiza ou à Tahiti, se payent un luxe très particulier. Ils partent dans des retraites isolées. Ils se louent une chambre dans un monastère reculé, dans un gîte à la campagne où il n'y a ni 4G, ni même 3G, ni même Edge. L'angoisse pour les gens comme moi. Pas de Wi-Fi, rien. Pas de télévision, pas d'écran. Ils s'offrent une cure de silence, une cure de lenteur, une cure de profondeur. Cela fait, mes amis, un bien fou au bout d'un moment de se retrouver en face de soi-même. Tout écran éteint, toute stimulation éteinte dans un cadre différent, un cadre apaisant. Si on n'a pas les moyens de se payer cela, on peut très bien changer d'habitude, d'activité. Je le dis et je le redis pour moi avant tout, parce que je suis, comme beaucoup, accro aux écrans. Mais pourquoi ne pas s'offrir quelques jours, quelques heures, tout écran strictement éteint, pour pouvoir offrir à l'âme l'eau dont elle a soif. C'est une démarche d'autant plus difficile que les créateurs de médias et de technologies savent nous rendre dépendants à leurs produits. Vous savez, ils ont la collaboration de neuropsychologues, de neurologues, de physiologistes, de gens qui étudient le mouvement des yeux. Enfin, ils savent nous rendre, ils ont un vrai savoir-faire, une vraie compétence. Il faut les prendre au sérieux, ces gens. Première piste donc, se poser, ralentir, faire silence, penser, méditer en profondeur en donnant le temps à notre système de pensée de déployer l'énorme puissance qui est la sienne, mais à laquelle nous sommes tellement rarement connectés à cause de la frénésie dans laquelle nous vivons. Deuxième piste, elle s'intitule « Pas tout seul ». Mathieu Ricard, le fameux moine bouddhiste, et oui, ça n'est pas parce qu'on est pasteur qu'on ne lit que des auteurs chrétiens, il y a des auteurs qui sont intéressants un peu partout, a écrit un livre passionnant, Plaidoyer pour l'altruisme, que j'ai lu. Et dans ce livre, il dit quelque chose de tout à fait intéressant. Il dit, il nous est loisible, autrement dit possible, d'accroître sans cesse nos biens, de vivre dans une belle maison décorée avec style, de manger des plats toujours plus raffinés, mais à quel prix? Celui de notre temps, de notre énergie, de notre attention et, en fin de compte, de notre bien-être. Je vous l'ai dit, mes amis, j'ai souvent eu l'occasion d'écouter des gens qui couraient après le vent en bout de compte. Par contre, j'ai aussi recueilli beaucoup d'autres témoignages de la part d'autres types de personnes. Par exemple, des personnes qui travaillent dans l'humanitaire. Des personnes qui sont des cléricaux, comme moi. Des curés, des prêtres, des imams, des rabbins. Des gens qui sont des infirmiers, des infirmières, des aides-soignants. Des gens qui apportent de l'aide à la personne, il y en a de plus en plus, qui vont aider les personnes âgées qui sont en difficulté, qui les soignent, qui les lavent, qui leur font leurs courses. Des psychothérapeutes, des psychologues, bref. J'ai entendu beaucoup de personnes qui travaillent dans le but d'apporter du soulagement aux autres. Et toutes ces personnes disent la même chose. Elles racontent à quel point cela fait du bien d'être connecté aux autres. Je sais que Leslie est psychologue, par exemple, Elder est pasteur. Je crois qu'ils ne me contrediront pas. Cela fait un bien fou d'être connecté aux autres et de les aider à passer des caps difficiles. Une autre référence qui est la mienne, évidemment, c'est la Bible. L'apôtre Paul dira dans Actes 20, « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Mes amis, ça n'est pas du blabla religieux, ça n'est pas du baratin. Ça marche vraiment
Et je peux en témoigner moi-même. Combien de fois je me suis réveillé le matin avec zéro envie de faire des visites, zéro envie d'aller dans les hôpitaux, aider les gens en souffrance. Parfois, on a juste envie d'être avec soi-même, mais malgré tout, en faisant son devoir, combien de fois je suis sorti édifié, avec le moral qui avait été remonté, je suis sorti beaucoup mieux. Ça marche vraiment. Quand vous tendez la main à quelqu'un qui a du mal, quand vous cheminez avec une personne en difficulté, quand vous faites partie de la chaîne de solidarité qui fait que cette personne, au bout d'un moment, se relève, se sent mieux, vous vous sentez vraiment heureux pour elle. Vous n'avez pas besoin de remerciements, vous n'avez pas besoin de récompense, vous avez votre récompense. Vous êtes profondément heureux, vous vous sentez utile, vous avez été nécessaire, vous êtes à votre place dans le monde. Vous êtes en plein sens. Mais vous savez, il n'y a pas besoin d'être un professionnel de l'aide pour vivre cette expérience. Il y a certainement à côté de chez vous une petite mamie qui a besoin qu'on lui fasse ses courses, surtout en période de confinement. Peut-être qu'un enfant de votre immeuble a besoin d'un soutien scolaire en anglais. Peut-être qu'il y a une association, un Resto du Cœur, ADRA, Secours catholique, peu importe, un centre communal d'action sociale qui a besoin qu'on nous rapporte des produits nourriciers pour aider quelqu'un. L'essentiel est d'apporter sa pierre, sinon au bonheur de tous, du moins au soulagement de quelques-uns. Et quelques-uns, même une ou deux personnes que l'on aide, c'est déjà beaucoup, c'est déjà énorme, non seulement pour ces personnes, mais également pour soi. Je reviens au plaidoyer pour l'altruisme de Mathieu Ricard, avec cette autre citation qui dit « En vérité, l'égoïste pêche essentiellement par ignorance. S'il comprenait mieux les mécanismes du bonheur et de la souffrance, il accomplirait son propre bien en faisant preuve de bonté et d'égard d'autrui. » Jean-Jacques Rousseau le notait, « Je sais et je sens que faire du bien est le plus vrai bonheur que le cœur humain puisse goûter. » Il montre également dans ce livre passionnant que les neurosciences, aussi bien que la psychologie ou la sociologie, démontrent que l'altruisme est un facteur puissant, mes amis, puissant, d'épanouissement, de bien-être et pourvoyeur de sens. C'est au fond là tout le message que Jésus-Christ est venu apporter. Il dit, et on le cite dans Luc au chapitre 4, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Il m'a envoyé pour renvoyer libres les opprimés et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Évidemment, personne ne dit ni dans la Bible ni ailleurs que se faire du bien à soi-même, c'est mal. Les petits bonheurs que l'on s'offre à soi-même, pour ma part, je les apprécie, je les aime et je crois qu'ils sont utiles, ils sont nécessaires. Mais si notre conception du bonheur est uniquement centrée vers soi-même, alors on passe à côté de cet immense bonheur qui consiste à apporter de la joie à autrui, du soulagement à autrui, du mieux-être à autrui. Je sais, parce que je suis chrétien et que j'ai étudié le christianisme, qu'il y a un certain christianisme avec un petit c, un christianisme inventé par les hommes qui a distordu ce message du Christ et qui a instillé insidieusement l'idée qu'il fallait sans cesse être dans le sacrifice dans cette vie pour pouvoir obtenir une vie meilleure dans l'au-delà. Je ne crois pas qu'il faille être sans cesse dans le sacrifice. Il faut profiter de la vie, mais profiter de la vie, ça veut dire également aider autrui à se sentir mieux. C'est ça vraiment profiter avec un grand P. Tous ceux qui consacrent une partie de leur vie aux autres le savent, ont peut-être atteint par les difficultés
on peut être atteint par des épreuves, on peut être durement frappé par la vie, par la crise, mais on n'est pas détruit par cette vie. On n'est pas détruit par ces épreuves. Une partie de notre bonheur et du sens de notre vie reste intacte parce que le sens de ce que l'on fait reste intact et que la lumière que l'on contribue à apporter nous éclaire aussi. La chaleur qu'on contribue à apporter, à donner, nous réchauffe aussi. La nourriture que l'on apporte à celui qui a faim nous nourrit aussi. Au fond, les deux pistes que je vous ai proposées ce soir sont à l'image de mouvements tellement naturels. La respiration. L'inspiration d'abord dans la lenteur, dans le calme, dans le silence, dans la méditation, dans la prière. Prendre le temps de se retrouver avec soi-même. Retrouver sa place dans le monde, dans la nature en particulier et auprès de Dieu pour ceux qui sont croyants et qui ont les mêmes difficultés que les autres. Après, l'inspiration, l'expiration. L'expiration dans le don, dans le partage, dans le soin d'autrui, dans le soulagement des souffrances. Il y a tellement de choses que l'on peut faire, tellement de sens profonds auquel on peut accéder par le chemin de l'altruisme. Je vous propose d'ici la semaine prochaine, mes amis, 2 défis. Très simples. Le premier, prenez du temps pour vous. Au minimum strict, 2 heures. Sans téléphone, sans réseaux sociaux, sans télévision, sans enfants qui crient dans les oreilles. Ailleurs, dans un lieu qui vous dépayse, un lieu qui vous permettra de vous retrouver face à vous-même. Vous retrouvez face à vous, en profondeur, non pas dans la réaction, non pas dans l'émotion, pas seulement dans l'émotion, mais dans la décision posée, délibérée. Prenez aussi le temps de faire silence en vous. Vous verrez que faire silence, c'est pas si facile. Il y a toujours des petites pensées qui viennent et qui quelque part sont aussi envahissantes. Première piste, prenez au minimum 2 heures pour vous dans le calme. Posez-vous. Deuxième piste, aidez quelqu'un. Alors comprenez-moi bien, si vous aidez votre mari à tenir une planche pendant qu'il la coupe, ça ne compte pas. Aidez quelqu'un qui est dans le besoin, quelqu'un qui a une difficulté, quelqu'un qui pourra apprécier l'aide que vous lui apporterez. Si vous n'avez personne autour de vous, apportez une contribution à une œuvre de charité, une œuvre caritative, pas de l'argent de préférence, mais plutôt quelque chose qui vous mobilise. Allez faire des courses, prenez des vêtements, lavez-les, repassez-les, des vêtements d'enfants, il y en a tellement besoin. Les gens qui sont dans la misère ont besoin de cela. Ou alors, allez visiter quelqu'un à l'hôpital. Il y a tellement de possibilités d'amener un peu de chaleur humaine, un peu d'aide concrète, matérielle ou morale à quelqu'un qui en a besoin. Deuxième piste, donc, apporter de l'aide. Et on fait un point la semaine prochaine. J'aimerais beaucoup avoir votre retour dans le chat la semaine prochaine. Inspiration, expiration. Que ce soit littéralement, psychologiquement ou spirituellement, je vous souhaite, tout en vous remerciant de m'avoir écouté, de bien respirer. Merci à vous.